Bien, mes chers collègues, je vous invite à vous installer. C'est fait. Je procède donc à l'appel. Donc Jean Denac, Atibillot, Bruno Pascal, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emmanueli, qui ne peut pas nous répondre qu'elle est présente. Voilà, je le dis. Ce n'est pas une marque d'impolitesse, mais elle est aphone, Madame Emmanueli. Monsieur Farouk Moussa, dont Babette Michalski m'a donné pouvoir, Christian Somacal, Magali Nissard, Francine Chalmeton a donné pouvoir à Annick Chopard, Jackie Pascal, Daniel Salmeron, Christiane Espuche, Bruno Joannet, Chantal Herlachapelle, a donné pouvoir à Daniel Salmeron, Nicole Duquesne, Frédéric Dumas, Mohamed Touami, Alexandre Brignaca, Benjamin Rouvière, Florine Darras, Jean-Paul Bertrand, Michel Matival, Sandra Liotto, M. Jean-Louis Maisonnet, M. René Jiménez a donné pouvoir à Mme Gavanon, Mme Sandrine Rios, absente, M. Serge Garnier a donné pouvoir à M. Jean-Louis Maisonnet, Mme Emmanuelle Gavanon, M. Jean-Pierre Buzaille est absent, il n'a pas de Noël, et Mme Agnès Auguste. Voilà, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. Chers collègues, je vous demande de vous lever pour l'hymne national. Je vous remercie. Il s'agit maintenant de nommer un secrétaire de séance. Je vous propose donc la désignation, puisqu'il s'est appliqué la dernière fois, donc Michel Matival. Y a-t-il des oppositions à la désignation de Michel Matival? Pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Je vous propose maintenant d'adopter le procès-verbal du 22 juillet 2024. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Bien, donc quelques éléments d'actualité. C'est vrai qu'il s'est passé un peu de temps depuis le 22 juillet. Il ne vous aura pas échappé que les collectivités vont être confrontées à des difficultés. Nous sont annoncés tous les jours, qui concernent donc l'état des finances publiques dans notre pays. Nous en avons déjà ressenti les effets, puisque je vous rappelle qu'on nous a supprimé, après l'avoir promis, le filet de sécurité énergie, qui nous a valu rectifier le budget de quelques 300 000 euros. Et nous devons faire également des augmentations qui sont décidées par l'État, mais pour lesquelles donc c'est la collectivité qui doit financer, et ce qui évidemment peut nous amener à des difficultés. On sait donc qu'on va vers des temps qui sont des temps difficiles. Alors pour autant, et c'est un peu l'actualité, parce qu'on
on le voit sur les réseaux sociaux, puis surtout ça tombe dans les boîtes aux lettres. Donc c'est le moment où les gens perçoivent l'impôt, et notamment l'impôt foncier. Et je tiens à redire ici, une fois de plus, que les impôts locaux n'ont pas augmenté à Vauvert, en tout cas pour ce qui concerne la taxe communale, c'est-à-dire le taux qui est celui du taux de la commune. Et j'invite donc nos concitoyens à bien lire leur feuille d'impôt, qui stipule bien que leur impôt foncier est constitué d'une base fiscale qui est décidée par l'État, et qu'ensuite donc les collectivités, soit la commune, la communauté de communes, le département, la région, donc amènent donc un taux. Voilà. Ce taux, pour celui qui est de la commune, n'a pas bougé depuis 2015. Je tenais à le rappeler. L'État a augmenté les bases l'an dernier de 7% et cette année de 3,9%. C'est ce qui correspond à l'augmentation qui est constatée par nos concitoyens sur les feuilles d'impôt. Bon, c'est pour ça qu'il est quand même injuste également au niveau national d'entendre pointer du doigt les collectivités sur les déficits du public, parce que vous savez que nous, on a une obligation qui n'est pas celle de l'État, c'est que notre budget doit être en équilibre, sinon il n'est pas approuvé. Donc on ne peut pas aujourd'hui, sans mentir éhontément, indiquer que ce sont les collectivités qui sont responsables du déficit public. Elles ne sont responsables ni du déficit public, ni de l'accroissement de la dette. Il y a là un mensonge d'État qui est relevé par les médias et que je tenais à rappeler ici. Voilà. On a eu dans l'été également, alors ça fait partie de l'actualité, c'est que ça alimente la chronique vauverdoise. On nous dit, mais pourquoi il n'y a pas le MAG? Alors d'abord, c'est intéressant qu'on nous le dise. Ça veut dire que le MAG fait partie un petit peu de la vie mensuelle de nos concitoyens et qu'ils ont besoin d'avoir des informations locales. Mais il n'y a pas le MAG parce que, on peut le dire tranquillement maintenant, même si ici au conseil municipal, on le savait, en tout cas je l'avais partagé, même sans le partager publiquement avec l'ensemble d'entre vous, nous avons été victimes d'une cyberattaque fin avril. Et donc il a fallu se sortir de cette cyberattaque qui a détruit certaines parties de notre serveur, etc. Et aujourd'hui, donc encore, nous étions dans l'impossibilité de pouvoir réaliser le MAG. C'est maintenant chose faite, et donc le MAG pourra sortir pour, on va dire, la période novembre, décembre, janvier. Hein, c'est le prochain MAG qui va sortir et qui relatera d'ailleurs cette cyberattaque. Je précise aussi à ceux qui s'en étonnent que si nous n'avons pas communiqué sur le fait qu'on avait vécu une cyberattaque, c'est tout simplement pour se protéger. Parce que quand vous annoncez que vous êtes victime d'une cyberattaque, de fait, vous vous fragilisez et vous pouvez, à votre tour, être victime une fois de plus de malfrats. Donc voilà, il a fallu s'en sortir. C'est un coût, hein, parce que 5 techniciens ont travaillé en permanence sur le sujet pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Pour autant, il ne faudrait pas tomber dans la sinistrose. On vient de passer l'été. À Vauvert, l'été, ça a été non pas un été de ouf comme le dernier film de Lelouch, mais ça a été un bel été. On a eu une belle fréquentation estivale. Les fêtes se sont très bien passées. Je remercie une fois de plus Bruno Pascal pour l'application qui est la sienne, parce que ce soit à Montcalm, Galicien, Vauvert, on a eu de belles fêtes reconnues par tous, qui ont mis en valeur nos traditions, mais pas que nos traditions, qui ont mis en valeur aussi la capacité de notre jeunesse donc à faire la fête dans de bonnes conditions. Il faut aussi le souligner. C'est également un bel été d'un point de vue culturel. On avait commencé avec le festival de jazz, on a eu les films et compagnie. Et là aussi, je remercie Laurence Emmanueli pour son application, pour faire en sorte qu'on puisse avoir donc une activité culturelle qui développe également l'attractivité de la ville et à laquelle chacun puisse prendre part dans de bonnes conditions. Ça a été le mardi de Vauvert, ça s'est installé, le mardi de Vauvert. Et les mardis de Vauvert, on sait que c'est une fréquentation importante parce que ce sont à la fois des Vauverdois qu'on ne voit pas souvent dans d'autres manifestations, qui viennent là passer un moment, mais ce sont également les touristes qui sont sur place, qui occupent les gîtes et les chambres d'hôtes, qui viennent également passer le mardi soir avec nous. Donc c'est quelque chose qui marque bien également l'été Vauverdois. Voilà, on pourrait encore multiplier les exemples de ce bel été. Pendant l'été, hormis au mois d'août, parce que c'est le mois de congé des entreprises, donc le plan voirie a continué à se développer. Je le dis aussi parce que, quelquefois, j'ai entendu dire que la voirie, on ne s'en occupait pas, on ne pourrait rien faire, etc. Donc il est bon que, tout simplement, tranquillement, les actions qui sont prévues se mettent en place. Donc on l'a dit, le plan voirie a été conçu, il a fallu bien travailler en amont pour savoir ce qui allait être fait
dans quelles conditions, comment hiérarchiser les travaux, parce qu'évidemment, chacun a besoin qu'on s'occupe de la voirie devant chez lui. Et donc, ce plan voirie est engagé. Il ne s'arrêtera pas. Donc, jusqu'au 31 décembre, sur le budget 2024, le plan voirie va continuer. Là, maintenant, on a attendu les vendanges. Vous savez qu'on va démarrer la rue de l'Osselon. On va bientôt démarrer la rue Broussan également, qui fera l'objet de travaux importants de réseau également. Et puis, donc, dans les lotissements, la rue Van Gogh, la rue Garenne, qui vont être en travaux très rapidement. Il y a bien d'autres rues qui vont continuer. Un travail important sur la rue Bosquière, qui passe sous la tour d'horloge, avec une mise en valeur du monument et donc un traitement particulier de la voirie. Enfin, tout ça va se poursuivre en 2024 et peut-être également démarrer tout de suite en 2025. Voilà. Mais l'été, la rentrée, ce ne sont pas que des aménagements, c'est aussi la vie sociale, c'est aussi la vie associative. Cette vie associative, donc, elle a pu bénéficier pour la première fois vraiment de l'activité de la Maison pour tous, dont la dynamique donc, est bien en place et qui a pu commencer à fonctionner comme un guichet unique, à régler les problèmes de locaux, mais également à prendre en compte les initiatives citoyennes des uns et des autres. Et aujourd'hui, comme on le dit dans un jargon populaire, dont la mayonnaise prend bien, la Maison pour tous se développe bien et c'est une bonne chose pour tous. Mais c'est aussi l'occasion, l'été, de travailler sur les locaux, les équipements. Alors, on a affecté, alors je veux en remercier mon auto-ami, parce qu'on a réglé donc, par les locaux un problème existant depuis longtemps entre l'association pugistique de boxe et l'Energym. Donc voilà, puis il y avait une incompatibilité de fonctionnement de ces deux associations dans des locaux communs qui étaient le gymnase du collège Jean Massé. Et donc on a pu maintenant donc, affecter le gymnase du collège Jean Massé donc, à la boxe. Je remercie également l'Éducation nationale et ses représentants pour leur écoute et leur bienveillance, hein, parce que c'est un gymnase qui était également occupé par les enfants. Et puis nous avons donc avec l'Éducation nationale et suite également à l'intervention de Bruno Pascal en tant que conseiller général, pu bénéficier des installations du collège pour lequel donc il y a une affectation à énergie, mais donc maintenant ces deux associations ont leurs locaux affectés, leur matériel, et ça fonctionne vraiment très bien et avec beaucoup d'enfants. Voilà. Ça a été l'occasion également de mettre aux normes les installations du Football Club de Vauvert, le Football Club de Vauvert qui retrouve le haut niveau régional et qui avait besoin d'avoir des installations très rapidement mises aux normes. On a dû écrire et demander une dérogation pour commencer la saison parce qu'on avait peur d'être obligé de jouer à l'extérieur parce que le terrain n'était pas assez large, les buts pas assez hauts, les vestiaires pas assez grands. Enfin, tout ça a été fait. J'en remercie également les services municipaux, Madame la directrice générale des services, parce qu'ils ont su répondre à notre attente et mettre les choses aux normes rapidement. Puis, vous le savez, l'été, Magali Nissard y est particulièrement sensible, ce sont des travaux dans les écoles. On a une attention particulière pour les écoles maternelles avec le plan de climatisation qui fait que, donc, une après l'autre, nos écoles maternelles bénéficient d'abord d'espaces fraîcheur, puis ensuite de la fraîcheur dans l'ensemble des locaux. C'est particulièrement apprécié par les enseignants, bien sûr, mais par les familles aussi, qui n'ont eu de cesse que de nous rappeler que c'était quelque chose de très important. L'éducation, vous savez que pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, l'éducation, je fais la relation avec le patrimoine. On a les enfants aujourd'hui qui sont sensibles également ou sensibilisés par les enseignants, par les familles, etc. à ce que nous faisons au titre de la défense du patrimoine, et notamment après la rénovation de la fontaine du Griffe sur la place Gambetta, et on le verra tout à l'heure dans une délibération, l'intérêt que nous portons à la rénovation du centre ancien. Il y a un travail aujourd'hui porté par les écoles autour de la fontaine du Griffe sur le thème du patrimoine, et donc toutes les écoles vont aller là-bas et commencer à travailler sur la signification des différents symboles qui sont là, de l'histoire de l'eau, de l'histoire des fontaines dans Vauvert, avec un travail intéressant et peut-être sans doute une relation également avec la société sur l'histoire de Posquia. Voilà. L'éducation, c'est quelque chose d'important et j'en terminerai, puisque je ne voulais pas être long sur ce point d'actualité, en disant qu'aujourd'hui, c'est une date particulière, c'est le 14 octobre. Et le 14 octobre, il y a un an, un enseignant, Dominique Bernard, a été assassiné par un terroriste islamiste. Donc on ne peut pas passer ce conseil municipal sans se rappeler cet événement qui, après Samuel Paty, a touché l'école. L'école, c'est le cœur battant de la République. Nous avons ce matin, donc, avec Cathy Guyot, avec Bruno Pascal, avec un certain nombre d'élus qui sont là, qui se reconnaîtront. Je vois Daniel, je vois
quelques élus qui étaient là. Bon, Christian, nous sommes rendus à l'invitation du principal du collège. Et face donc aux 1000 élèves du collège dans la cour, nous avons rendu cet hommage, respecté cette minute de silence et écouté un discours particulièrement émouvant et engagé sur le thème de la laïcité notamment, par le principal du collège, un discours, dont je veux le souligner, qui a été applaudi par les 1000 enfants qui étaient là. Voilà, c'était un moment solennel qui s'est terminé par une minute de silence, et je vous propose que nous, avant de démarrer ce conseil, à la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty, en hommage aux enseignants, parce que nous devons, face au terrorisme, rester ensemble et unis, observer une minute de silence. Je vous remercie. Voilà, première délibération que je vous présente. Donc, nous sommes. C'est une délibération particulière et je ne pensais pas d'ailleurs qu'on aurait un jour à la prendre, parce que je fais partie de ceux qui, en ayant vécu de près les inondations, donc notamment en 2003, mais en tant qu'acteur, pensaient que ce que nous avions vécu, et notamment la décision prise dans le bureau du Premier ministre Raffarin, de créer un CIMADREM unique et d'engager l'État dans la mise en œuvre d'un plan Rhône, eh bien, réglerait notre problème pour longtemps, et que nous n'aurions plus à imaginer vivre, non pas un scénario hypothétique lié aux conclusions du GIEC et au réchauffement climatique, mais simplement que nous n'aurons pas à revivre ce que nous avons vécu en 2003. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation très particulière, c'est que, alors que nous sommes à la moitié du chemin, c'est-à-dire que ce plan Rhône, qui a vu le jour après les concertations entre les différents départements, les différentes régions, qui a été placé sous l'autorité d'un préfet, qui est un préfet de zone, qui est affecté donc, à sa réalisation. Ce plan Rhône, donc, qui est à la moitié du chemin, c'est-à-dire qui a permis de commencer à travailler, alors c'était normal, de la partie la plus peuplée du Rhône jusque vers la mer. Eh bien, ce plan Rhône est remis en cause par l'État. Voilà. Nous avons aujourd'hui réalisé 73 km de digues depuis 2007. Alors en 2003, c'est les inondations, c'est la rencontre de l'ensemble des maires du Sud Gardois chez le Premier ministre Raffarin avec le maire d'Arles. C'est 2005 la création du CIMADREM en tant que syndicat unique qui s'occupe des deux côtés des digues du Rhône, puisque jusqu'à présent, il y avait un CIMADREM jusque-là qui s'occupait de la rive gauche et un syndicat de communes uniquement qui s'occupait de la rive droite, avec une rive gauche qui était plus élevée d'1 mètre suite à une décision de Napoléon III. C'était la situation en 2005. Eh bien, donc, on décide de traiter à égalité les deux rives, d'avoir un syndicat unique, et on a un projet qui va donc depuis Valabrègue jusqu'à la mer, pour protéger 70 000 personnes. Voilà. On est aujourd'hui à un mi-chemin. Le CIMADREM a besoin d'une autorisation environnementale pour poursuivre ses travaux, et l'État a fait savoir en recevant
cette autorisation, cette demande d'autorisation environnementale, qu'il s'étonnait qu'il n'y ait pas d'autres alternatives qui étaient étudiées que celle qui consiste à faire des digues. Alors, deux mots quand même, pour savoir que bien évidemment, d'autres situations ont été étudiées, mais l'État qui s'en étonne aujourd'hui prend pour prétexte la loi GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, qui est une loi qui n'a été mise en œuvre qu'en 2018. C'est-à-dire que depuis 2007 jusqu'à 2018, celui qui était porteur du projet à côté du CIMADREM, c'était l'État. Donc l'État qui a engagé, poursuivi, analysé les études qui étaient faites. Et donc en 2018, il y a transfert aux collectivités, et aujourd'hui l'État dit mais pourquoi il n'y a pas d'autres scénarios que la réalisation de digues qui ont été étudiées. C'est déjà faux, parce que la réalisation des digues, elle se fait sur la base de ce qu'on appelle un décorsetage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est étudié et mis en œuvre par les techniciens du CIMADREM, c'est quelque chose qui est vécu comme exemplaire au niveau national et international. Il y a des gens qui viennent voir ce qui est fait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des digues qu'on essaierait de monter jusqu'au ciel en pensant qu'elles vont nous protéger et qui finissent par péter, il y a un travail progressif de décorsetage du lit mineur du Rhône, c'est-à-dire que petit à petit, on écarte les digues. Pour écarter les digues, il faut un accord avec les propriétaires agricoles chez qui on prend donc de la terre, etc. Tout ce travail a été engagé. On a déjà réalisé 70 km comme ça. Et aujourd'hui, donc, on nous dit, mais non, c'est pas suffisant. Alors, on nous dit, c'est pas suffisant, et il faudrait peut-être décider de rien faire. Alors, c'est-à-dire sur les kilomètres qui restent, eh bien, de laisser tomber, de faire en sorte, même de baisser les digues pour faire en sorte que le Rhône s'étale. Voilà. Et on nous dit, en s'étalant, on pense d'ailleurs que la personne qui l'a dit habite certainement en ville et à l'étage, en s'étalant, ça réglerait le problème de la désalinisation. Il y aurait beaucoup d'eau douce qui coulerait. Comme vous avez un problème de salinité pour les terres agricoles, on ferait d'une pierre deux coups. Bon, évidemment, alors, vous connaissez mon souci de simplifier les choses, mais c'est la philosophie de ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en place depuis le 22 juillet, suite à un courrier co-signé par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui est à l'initiative, qui est à la manœuvre, et le préfet du Gard. Le préfet du Gard nous a reçus, quelques élus, le président de la communauté de communes, voilà, les collectivités, pour nous entendre, exprimer nos préoccupations. Christian Espuche était avec moi. On a fait savoir au préfet qu'effectivement, si cela était mis en œuvre, on nous mettrait en danger. On mettrait clairement en danger des milliers et des milliers de personnes, et que c'était une position qui était inacceptable. Alors c'est la position du CIMADREM qu'il a détaillée. Vous avez dans vos documents donc, la délibération prise par le CIMADREM. Le conseil départemental, il y a quelques jours, en séance plénière, a pris la même délibération. Je ne doute pas que la région sera sollicitée et certainement appuiera cette délibération. Je vous demande que nous appuyions donc par notre délibération celle du CIMADREM qui demande à l'État de respecter ses engagements et de mettre à l'enquête publique dans les meilleurs délais le dossier d'autorisation environnementale déposé en avril 2022 qui doit permettre le démarrage des prochains travaux dès 2025. On aura perdu déjà un an, et ces travaux nous concernent. C'est par exemple, bon, je vais vous le dire, c'est à hauteur d'un peu du pont de Silvéral, un petit peu avant, il y a un affouillement dans un virage du Petit Rhône. On sait que si les travaux ne sont pas faits, le Petit Rhône va péter à cet endroit. Et s'il pète à cet endroit, l'eau, elle va jusqu'à Aigues-Mortes et après. En 2003, nous avons réussi à capter de l'eau parce que les salins du Midi ont accepté de prendre de l'eau. Il y en a eu pour 1 500 000 € de dédommagement. Il a fallu négocier avec différentes propriétés pour qu'elles acceptent l'eau, pour que l'eau n'aille pas plus longtemps que ça dans les zones habitées. On est resté 83 jours dans l'eau à Montcalm, avec des difficultés dans les masses. On allait avec les gardes mobiles ou les CRS d'un mas à l'autre en zodiac pour vérifier, pour éviter le chapardage. On l'a vécu, ça. Moi, j'ai eu l'occasion de dire au préfet, c'est pas du fantasme, on l'a vécu, et ça, on ne veut plus le vivre. Et aujourd'hui, on sait que les travaux prévus doivent nous protéger contre ça. Donc, il est inacceptable que l'on puisse envisager les choses différemment, y compris pour des économies. Les économies, on peut les faire peut-être ailleurs, et pas sur le dos de la sécurité, je vais dire des Hauts-Verdois, non, de la sécurité de l'ensemble des habitants du Sud-Verdois. Voilà pourquoi je vous propose cette délibération.
les élus du CIMADREM refusent de retirer la demande d'autorisation environnementale, demandent à l'État de respecter ses engagements, et nous nous associons donc, comme l'ensemble des autres communes, à la volonté du CIMADREM. Y a-t-il des interventions? Des oppositions? Oui, Cathy Guyot. Juste comme vous l'évoquiez, donc pour vous dire que la présidente de région venait d'écrire à Monsieur le préfet du Gard pour lui manifester donc son soutien à la position des élus donc du CIMADREM. Très bien, je vous remercie. Et je n'en doutais pas. Voilà, deuxième délibération qui m'a... On n'a pas voté, quoi? Si, ah non, on n'a pas voté, non, pardon. Pardon. Donc, je mets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. La deuxième délibération, c'est une délibération que vous avez reçue... elle est partie à part, non? Oui. Voilà, que vous avez reçue séparément, que je mets en point numéro 2 à l'ordre du jour. Donc, alors vous l'avez reçu séparément parce que simplement on n'avait pas les documents nécessaires au moment où on a envoyé le jour, mais que je tenais quand même à ce qu'elle passe à l'occasion de ce conseil municipal, compte tenu des conséquences qu'elle a, notamment sur la manifestation du 28 avril. Voilà. Donc, je voulais, par cette délibération, vous rappeler notre profond attachement à la connaissance de l'histoire, au devoir de mémoire et de transmission. Alors, notamment à la résistance et à la déportation. Je rappelle que le dernier dimanche d'avril, c'est la journée nationale du souvenir de la déportation. Alors, c'est une journée nationale. Toutes les communes ne la manifestent pas particulièrement. Nous, pour des raisons qui tiennent à l'histoire de notre commune, nous sommes attachés, tous les derniers dimanches d'avril, à nous retrouver autour de la stèle Jean Moulin pour manifester donc notre attachement à la résistance et au souvenir de la déportation. Alors, cette année, on a également mis en valeur lors des cérémonies patriotiques donc, le 8 mai, parce que c'était aussi donc, les 80 ans de la libération, et on a célébré la victoire des Alliés. Je veux rappeler une fois de plus l'engagement des collégiens, l'engagement également des enfants des écoles que l'on retrouve régulièrement, le collège avec donc, le travail que fait notre collègue Alexandre Sigorignaca avec les enfants sur le thème de la résistance. Ils ont été plusieurs fois vainqueurs du concours national. Voilà. Et nous avons le 26 août commémoré le 80e anniversaire de la libération de Vauvert, puisque c'est le 26 août 1944 que Vauvert avait été libéré. 2025, donc ce seront les 80 ans de la libération. On aura donc également à cette occasion, je vous propose qu'on inaugure une nouvelle stèle consacrée à Jean Moulin et à la résistance. La stèle que nous avons à l'heure actuelle est une stèle qui a beaucoup souffert depuis longtemps. Je propose donc qu'on la renouvelle. Et à cette occasion, donc, on évoquera également le souvenir de déportés vauverdois. Alors, parmi les déportés vauverdois, il y a des déportés nés à Vauvert. Bon, je pense notamment à Girard. Mais il y a également des déportés vauverdois qui sont simplement aussi des gens qui ont travaillé à Vauvert et qui ont ensuite été déportés ou qui ont vécu une partie de leur vie à Vauvert et qui sont repérés au niveau départemental comme des déportés vauverdois. Donc on en aura la liste. Un travail a été fait par l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation qui a fait un travail de repérage exceptionnel sur tout le département en essayant de trouver dans la biographie de tous ces gens, de leur vie, pour qu'elle puisse être évoquée et que leurs souvenirs soient durablement inscrits dans nos mémoires. Donc c'est un travail que nous ferons à l'occasion du mois d'avril, qui sera un mois consacré à la résistance. Nous aurons également, très certainement, dans les locaux de la médiathèque, ce n'est pas encore définitif, donc une exposition consacrée à Jean Moulin, qui nous sera prêtée par l'Office national des anciens combattants. Voilà, donc je souhaite pour cela que nous puissions continuer à travailler avec l'Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation et, comme l'a proposé l'Association des maires du Gard, que nous puissions donc y adhérer et devenir membres en tant que collectivité pour la somme de 60 € par an. Voilà. Y a-t-il des interventions? Des oppositions? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie.
Alors, c'est encore moi. Intéressant. Non, je cherche à voir les autres. Allez, c'est pas grave. On y va comme ça. Bien. Alors, il s'agit de demander l'autorisation au conseil municipal de déposer un dossier de demande d'éligibilité, de demande de financement de l'étude de calibrage pour l'îlot Gambetta. Alors, on demande ça à qui? On demande ça à l'ANA, l'Association nationale d'amélioration de l'habitat. Donc, l'ANA qui peut éventuellement financer ce qui va être donc un déficit d'exploitation, puisque donc on est sur une opération de rénovation complète de la place Gambetta, notamment de l'îlot Gambetta. Quand on parle de l'îlot Gambetta, on parle également de ce qu'on appelle communément le porche ou sous le porche, l'ensemble des logements qui sont sous le porche. Et donc, pour réaliser cette opération, compte tenu de l'importance des démolitions, il y a lieu d'envisager un déficit d'exploitation et de demander à l'ANA et donc à l'État dans quelles conditions il prendrait en charge toute ou partie de ce déficit. Alors, c'est une procédure assez classique, hein. On ne met rien de particulier. On est dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, qui est portée par la communauté de communes. Et vous savez que dans ma fonction de vice-président en charge de l'habitat, j'ai souhaité qu'on puisse engager ces opérations sur l'ensemble des 5 centres anciens de nos collectivités. Donc, il s'agit de celle sur Vauvert. Et nous avons là avancé pour pouvoir intervenir sur le parc privé de logement de deux façons. On a repéré dans le centre ancien les îlots, qui sont des îlots où il y a lieu de faire une intervention publique pour améliorer la qualité de l'habitat et susciter l'intervention privée. Également des immeubles diffus, c'est-à-dire des immeubles qui, à tel endroit ou à tel autre, risquent de menacer péril à un moment ou à un autre, ou pour lesquels il n'y aura pas de possibilité de rénovation, sans une intervention également. Et puis, nous avons mis en place, et on en parlera peut-être un peu plus tard, donc des dispositifs particuliers pour les particuliers, à la fois donc, dans la rénovation énergétique de leur habitat, dans la rénovation de l'habitat, qui associe la région, l'État, dans des dispositifs qui évoluent. Hein. Vous avez vu ces jours-ci qu'on dit que la prime Rénov Habitat fait les frais des arbitrages du Premier ministre. On n'est pas encore au bout du débat parlementaire, on verra bien. La prime Rénov Occitanie est discutée également parce que la région fait valoir qu'elle n'est pas là pour suppléer le désengagement de l'État, ce qui est normal. Mais on sait qu'il restera de toute façon des dispositifs. En tout cas, on souhaite bénéficier du dispositif qui restera pour pouvoir donc faciliter la rénovation des habitats du centre ancien. Alors, la philosophie, c'est qu'il y a un cœur ancien qui va bénéficier de la majorité du dispositif, et puis il y a autour un périmètre complémentaire où si on ne bénéficie pas de l'argent des subventions dans les mêmes conditions, on pourra bénéficier par contre, et c'est souvent très intéressant compte tenu de ce qu'on trouve sur le marché où il y a quelquefois des gens qui sont ou des charlatans ou des escroqueries, de conseils d'urbanistes, d'architectes gratuits portés par la communauté de communes pour engager la rénovation de son habitat. Donc, s'agissant précisément de l'îlot Gambetta, donc une première étude a été faite pour vérifier, donc, je vous le disais, dans quelles conditions on pourrait démolir un certain nombre de logements, reconstruire d'autres, et repenser cet îlot d'une manière générale. Et pour cela, donc, il y a lieu également d'aller vérifier que certains logements remplissent les conditions d'un habitat insalubre, et donc de solliciter le financement pour la résorption de l'habitat insalubre, ce qu'on appelle le RHI. Également, solliciter des financements pour la restauration immobilière, c'est ce qu'on appelle le TIRORI. Alors ça, c'est des immeubles pour lesquels la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne donc, accepte de procéder à des financements qui nous permettent donc d'acquérir et de réhabiliter. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit
d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire donc d'en accepter le principe et ensuite donc de pouvoir demander l'aide au financement. Donc je sollicite le conseil municipal pour accepter le principe. On n'a pas les 6 logements, hein, accepter le principe donc de la requalification de l'îlot au Gambetta et accepter donc le principe également de la rénovation d'un certain nombre d'immeubles diffus, on va dire, donc il y en a rue Carnot, rue des Juifs, pour lesquels donc on solliciterait des financements afin d'engager les opérations. Voilà. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des oppositions? Non plus. Abstention? Unanimité, je vous remercie. C'est une délibération très importante pour lesquelles donc, je souhaite que nos partenaires, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, puissent continuer à nous accompagner et pour lesquels donc, on souhaite que des travaux puissent rapidement, quand on dit rapidement dans ces opérations immobilières-là, on situe le temps dans des années. Donc, moi, je souhaite que 2025 voit le démarrage des travaux. Vous savez que je suis très attaché à ce qu'on puisse retrouver un café de Paris qui s'appellera comme on voudra, peut-être encore un café de Paris, je ne sais rien, et qui soit une brasserie, un restaurant, un bar qui tourne avec voilà. Et tout ça donc est lié à la rénovation de la place Gambetta. Nous avons acquis également via le PFR Occitanie, l'établissement public foncier Occitanie, l'immeuble Villanova, donc l'ancien magasin, 2 logements au-dessus. Donc tout ça procède de la même opération. Il faudra acquérir d'autres logements. Nous sommes en discussion avec des propriétaires. Il faudra en démolir un certain nombre. Il faudra construire, imaginer un projet architectural qui permette également de mettre en valeur le patrimoine. Je pense par exemple à la tour, et donc faire en sorte que ce porche donc retrouve une autre histoire. Il est important dans l'histoire de Vauvert, et il doit pouvoir retrouver également une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Voilà, en phase peut-être un peu avec ce que les Vauverdois, qui sont aujourd'hui encore privilégiés, ils ont été un peu moins d'une centaine, enfin on va dire entre 60 et 80, à de nouveau monter les escaliers de la tour de l'horloge, puisque donc on a commencé à engager les démarches pour qu'elle puisse être rénovée, accessible au public comme je le souhaite. Pour cela, c'est évidemment compliqué. Notre conseiller municipal architecte le sait. Il faut solliciter les architectes du bâtiment de France, ouvrir leurs recommandations, faire un diagnostic. Enfin, tout ça a été fait. Tout ça a été fait et nous avons pu commencer déjà dans un premier temps à faire visiter dans le comité de quartier qui est très actif là-dessus, qui attend beaucoup. Les citoyens ont pu engager la rénovation de ce patrimoine et la société d'histoire Vauvert-Posquière, voilà, et les conseillers municipaux en charge du dossier pour que l'on puisse donc retrouver cette tour de l'horloge. Donc certains ont à l'occasion découvert qu'il y avait un cachot au pied. Donc dans ce cachot, des signes cabalistiques pour lesquels des expertises sont engagées pour savoir d'où ils sortent et ce qu'ils signifient, puis également toute une série d'inscriptions sur les murs de cette tour d'horloge qui bouleversent un petit peu ceux qui les voient, parce que certains y voient des choses qui ont été écrites par les grands-parents ou les arrière-grands-parents, et puis il y a beaucoup d'émotions sur des mots d'amour ou des mots de tristesse écrits à l'occasion des départs à la guerre ou des retours. Voilà. Je crois que c'est un patrimoine qu'on veut conserver et qui sera très utile de rénover. Voilà. La rénovation, elle, est engagée. Il y a déjà 60 000 € de travaux qui sont prévus, qui sont engagés. On a là affaire chaque fois à des spécialistes de la rénovation, des bâtiments qui sont des bâtiments qui ont une identité patrimoniale, et à l'heure actuelle donc est engagée la création de la porte du bas dans les conditions dans lesquelles elle a toujours existé, mais elle sera donc rénovée, et également celle qu'on ne voit pas mais qui est en très mauvais état de la porte du haut, en bois également, pour lequel il y a un menuisier spécialiste du patrimoine qui est aujourd'hui au travail. Voilà, vous en aurez des nouvelles plus tard. Donc je soumets cette délibération à votre approbation, mais je crois que c'est déjà fait, j'avais continué. Très bien. Alors, on passe maintenant à la délibération numéro 4, et je vais céder la parole donc à Michel Matival. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération-là s'inscrit dans le prolongement de celle que je vous ai présentée le 22 juillet dernier, qui portait sur l'adhésion de la commune à l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire, donc occasion à laquelle la commune de Vauvert a pu rejoindre un réseau d'experts
Toujours soucieuse de la protection et de la valorisation de son patrimoine, mais également des politiques de reconquête et de réhabilitation de ce dernier, comme l'évoquait Monsieur le maire avec la remise en accessibilité de la tour de l'horloge, on a besoin de financement pour pouvoir assurer des rénovations pérennes. Ce fut notamment le cas à l'issue d'un diagnostic conduit par la commune et un architecte du patrimoine pour le Grand Temple, une nécessaire subvention qu'on propose de passer au travers d'une convention de collecte de dons auprès de la Fondation du patrimoine qui vise à encourager à la fois le mécénat populaire, mais également le mécénat d'entreprise en faveur de la sauvegarde de ce patrimoine. Alors, la Fondation du patrimoine, vous la connaissez, notamment au travers du Loto du patrimoine qui est conduit depuis 2017 par Stéphane Bern. Ce sont près de 3000 projets par an depuis 25 ans qui sont soutenus, avec une enveloppe ces dernières années qui va jusqu'à 429 millions d'euros. Donc on espère, nous aussi, à Vauvert, pouvoir bénéficier de cette aide et de ce mécénat-là, puisqu'il ne concerne pas que le patrimoine emblématique, mais aussi il y a tout un volet qui concerne le patrimoine de maillage. Et donc le patrimoine de maillage, l'exemple du Grand Temple de Vauvert en est un parfait exemple, puisque c'est comment intervenir à l'échelle patrimoniale sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Donc, pour cette délibération-là, je vous propose à la fois d'approuver, de faire appel à la compétence de la Fondation du patrimoine pour lancer la souscription publique dans le cadre de la réhabilitation du temple, d'approuver la conclusion d'une convention de collecte de dons avec la dite fondation et d'autoriser également Monsieur le maire à signer la convention de collecte de dons et tout document y afférent. Très bien. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité? Je vous remercie. On passe donc à la délibération suivante. Et c'est Madame Nissar Magali qui va nous la proposer. Oui, merci Monsieur le maire. Donc à l'intersection du chemin du Moulin d'Étienne et du chemin du Moulin de l'Or se trouve un petit espace, donc on est au hameau, communément appelé comme ça par les Vauverdois, qui sépare donc les deux voies. Le chemin du Moulin de l'Or se situe à droite de cet espace, fait partie des itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis 2023, Vauvert est une étape labellisée commune halte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il s'agit du sentier de grande randonnée GR 653. Et donc les pèlerins traversent la ville et sortent par le chemin du Moulin de l'Or. Pendant l'année 2024, avec le comité de quartier nouveau quartier, que l'on appelle ainsi, tout un travail a été réalisé autour de l'aménagement, le réaménagement de cet espace. Et donc, plusieurs réunions ont permis de réfléchir à ce qu'on allait aménager. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'est un joli espace avec de très beaux oliviers, avec une stèle, avec prochainement un banc à l'effigie de Saint-Jacques de Compostelle. La voirie a été refaite devant, donc c'est un très joli espace. Et les habitants des deux voies, du chemin du Moulin d'Étienne, du chemin du Moulin de l'Or, en concertation avec le comité de quartier, avec le coordonnateur, donc ont décidé de l'appeler le square des Jacquets. Et donc cette délibération permet de le nommer ainsi. Très bien. Y a-t-il des observations, des oppositions, abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est Rodolphe Rubio qui va nous parler de voirie. Merci Monsieur le maire. Dans la suite de la délibération de Magali qui propose de dénommer un square le square des Jacquets, vous savez que depuis quelques années, les services de l'État nous demandent, pour faciliter le repérage des services de secours, des adresses, le travail de la poste, l'accès aux services publics ou commerciaux et pour la localisation sur les GPS, de dénommer l'ensemble des voies et des voiries et de faire une numérotation métrique sur ces voiries. Donc, comme c'est le conseil municipal qui délibère et qui est exécutif sur ces délibérations, je vous propose d'actualiser et de compléter la dénomination de certaines voies, comme on vient de le faire, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui s'y affèrent. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité? Merci. Délibération suivante, c'est toujours Rodolphe Rubio, c'est toujours sur la voirie.
Alors, c'est la suite de la première délibération. Vous savez qu'on a un certain nombre de kilomètres de voirie et que ce nombre de kilomètres rentre dans la dotation globale de fonctionnement des communes, qui est une des parties de la dotation générale de globale de fonctionnement des communes. Donc, on met régulièrement à jour le tableau des voiries communales. Et la dernière mise à jour était de 167 km de voirie communale. Et puis après une étude très très poussée, nous avons une mise à jour à ce jour de 199,424 km de voies communales. Donc vous avez vu qu'en recherchant un petit peu à droite à gauche, il y a des voiries, on ne savait pas à qui elles appartenaient, si c'était des chemins privés ou des voies communales. On a réussi à mettre à jour ce tableau en ayant pratiquement 200 km de voiries. Donc, et ce nombre de kilomètres de voirie, rappelez-vous-en, ça rentre dans la dotation globale de fonctionnement des communes. C'est une des parties de cette dotation globale de fonctionnement. Donc c'est très important pour nous d'avoir un kilométrage de voirie à jour. Donc je vous demande, vous aviez en annexe l'ensemble des voiries sur la note de synthèse. Donc je vous demande d'approuver le tableau du classement des voiries, de faire un arrêt du linéaire à ce jour à 199 km 424 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Voilà, alors c'est un travail vraiment de fond très important qui a été réalisé. Pour ce faire, donc, on a fait appel à une filiale de la Poste, la société Geoptis, qui a équipé les facteurs d'appareils qui permettaient de vérifier l'ensemble des voiries. On a comme ça trouvé quasiment 40 km de voiries supplémentaires. C'est quelque chose de déterminant pour la dotation globale de fonctionnement. Ce travail n'a pas été fait depuis 1986. Voilà. Donc c'était important de l'actualiser et on espère comme ça le retrouver dans la dotation d'État. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité? Je vous remercie. Je demande donc à Faouk Moussa de nous parler de la condition d'objectifs et de moyens entre le CCAS et l'association de la Fraternité chrétienne. Merci, monsieur le maire. Donc, l'association Fraternité chrétienne au service de tous est une association de bienfaisance. Donc, elle œuvre au service des personnes les plus démunies, développe une activité friperie, assure des cours d'alphabétisation. Donc, la commune soutient l'activité de l'association par la mise à disposition de moyens matériels. Donc, le CCAS est repéré comme référent technique de l'association et il est membre du comité technique et à ce titre participe à l'orientation du choix des bénéficiaires des gains reversés par l'association résultant de la vente des produits de la friperie. La présente convention fait état des modalités d'organisation entre les différentes parties. Donc vous aurez pu noter sur cette convention le changement de lieu de l'association qui était précédemment à la salle des Pins et qui actuellement va se développer dans les anciens locaux de la maison du contrat de ville sur la rue Théodore Aubanel. Donc, je propose au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention proposée à la Fraternité chrétienne au service de tous, ainsi que toute pièce aux effets présentes. Bien, là aussi, c'est une délibération qui a du sens, qui est importante. Hein. Cette association ne fait pas de bruit, on n'entend pas trop parler, sauf qu'elle a beaucoup d'activités en faveur des plus démunis et l'argent qui est récupéré est utilisé pour des causes qui sont universelles. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir les mettre dans des locaux nouveaux, d'y exercer une activité de friperie. Cette activité de friperie, elle est importante sur Vauvert. C'est importante pour des gens qui ont vraiment besoin de vêtements à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi une mode à l'heure actuelle, enfin une mode, en tout cas un souhait, hein, qui est un mouvement pour que les vêtements aient une seconde vie. Et donc, il y a aujourd'hui également un public pour aller chercher des vêtements pour une seconde vie. Et donc, la friperie, c'est un outil intéressant. Voilà. Donc, je vous propose donc d'adopter cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Unanimité? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante, donc, qui est présentée par Christian Somacal, qui va nous parler de prévention. Je vous remercie, monsieur le maire. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous avons une convention de partenariat avec l'association Samuel Vincent. Cette convention a pris fin au 31 mai 2024. Un bilan interrogeant les modalités de contrôle et d'application des termes de la convention est nécessaire. Bon, cette convention
parle de beaucoup de domaines. On parle de la ludothèque, du LAEP, qui sont davantage tournés vers la jeunesse et l'éducation. Il y a également de la médiation qui correspond à la sécurité, la prévention spécialisée, qui est également de la sécurité, mais aussi qui peut être vue par la politique de la ville. Donc, on pense qu'il est nécessaire de bien regarder un petit peu toutes ces actions et pour mieux les contrôler, de revoir de quelle façon nous allons procéder dans l'avenir. Donc, pour ce faire, nous vous proposons de signer un avenant de 7 mois, donc de début juin jusqu'à fin décembre 2024, pour pouvoir nous permettre de travailler sur tous ces sujets et de voir de quelle façon le mieux travail possible. Très bien. Vous savez, mon attachement à ce qu'il y ait régulièrement évaluation de l'ensemble des dispositifs, des outils et des partenaires. Voilà, donc y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante et c'est maintenant M. Daniel Salmeron qui va nous parler, une fois de plus, de l'acquisition de vélos à assistance électrique. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la commune de Vauvert a souhaité accorder une aide de 200 € aux habitants de la ville qui feront l'acquisition d'un vélo à assistance électrique neuf. Lors de la séance du 22 juillet 2024, le conseil municipal a approuvé le règlement d'attribution de cette prime. Elle a été mise à jour en 2024 sans limite de durée. Donc, le nombre de dossiers maximal sera déterminé chaque année en fonction du budget. Souhaitant faire bénéficier de l'octroi de cette prime au plus grand nombre de Vauverdois, un budget de 4 000 € est alloué, soit 20 dossiers de demande en 2024. Donc cette prime est aussi cumulable avec celle octroyée par l'État et par la région. Depuis la création de ce dispositif, 46 Vauverdois ont pu en bénéficier, 7 en 2021, 25 en 2022 et 14 en 2023. La commune a réceptionné cette année plusieurs aides de demande. De nouveaux dossiers remplissent l'ensemble des conditions d'attribution de cette prime. Donc, il est soumis au vote le versement de 200 € à Mme Giovanacci, Mme Marius Baillet. Le paiement s'effectuera sur l'imputation suivante 65 741 70 830. Vu le Code général des collectivités territoriales, je demande donc au conseil municipal d'approuver l'attribution de cette somme de 200 € à Mme Giovanacci et à Mme Marius Baillet, de verser les sommes indiquées en fonction de l'imputation précisée précédemment. Y a-t-il des interventions, des oppositions? 3 oppositions, 3 plus les pouvoirs. Voilà. Donc ça va faire 6 oppositions. Hein. Vous avez un pouvoir chacun. Voilà. 6 oppositions. Pas d'abstention. Donc, à la majorité. On passe maintenant donc à la convention tripartite avec le département. C'est Mohamed Touami. Non? Ah, il faut que je m'excuse auprès de Magali Issard que j'allais oublier. Je plaide coupable. Allez, c'est pas grave. Allez, on est sur le renouvellement de signature de la charte d'engagement du programme national nutrition santé, qui traduit l'engagement de la commune pour 5 ans à se mobiliser autour de 4 axes qui sont les suivants: l'information et la communication, l'éducation à la santé, la formation et l'aménagement du territoire. Cette charte est signée avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et elle permet donc de désigner un référent communal, de bénéficier d'un réseau d'acteurs et de valoriser les actions communales autour des thématiques. Des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité, je vous remercie. C'est maintenant donc au tour de Mohamed Touami, s'il le veut bien. Voilà, et je précise que Bruno Pascal, vice-président du conseil départemental, ne prendra pas part au vote. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'approuver la convention tripartite entre la commune, le collège La Vallée Verte et le département, le conseil général du Gard. En août 2024, cette convention est arrivée à terme, donc il s'agit de la renouveler. La commune s'engageait auprès du conseil général du Gard à participer aux frais de construction en 2007 de la halle du sport du collège Vallée Verte en cédant à l'euro symbolique un terrain et en participant aux travaux d'investissement à hauteur de 20%. En contrepartie, la commune pourrait disposer de l'équipement comprenant une halle des sports et d'une salle annexe ainsi qu'un logement de fonction pour le gardien en dehors du temps scolaire.
je tiens à rajouter là-dessus, monsieur le maire, puisque tout à l'heure vous nous parliez un peu de la gymnastique qui aujourd'hui est intégrée à la salle annexe du collège. Qu'en permettant la gymnastique d'y accéder et en ayant du matériel aujourd'hui pour pouvoir exercer ce sport-là, la commune est en prévision de signer une convention entre la gym et le collège pour pouvoir pratiquer et utiliser le matériel de la gymnastique. Aujourd'hui, le collège a inscrit plus de 200 filles aujourd'hui qui peuvent exercer la gym le mercredi par le biais de l'UNSS. Donc c'est grâce aussi au fait que nous avons intégré le club de gym dans la salle annexe du collège. Donc à titre indicatif, du lundi au vendredi de 8h à 17h, les installations sont exclusivement réservées aux classes du collège. Du lundi au vendredi de 17h à 24h ainsi que le week-end et durant les petites vacances, hors celles de Noël. Les installations sportives sont réservées aux activités associatives. Aujourd'hui, il convient de renouveler cette convention arrivée à expiration. Et le département a souhaité harmoniser les modalités de cette mise à disposition sur l'ensemble du territoire gardois, dans un souci d'équité et d'égalité de traitement pour les utilisateurs de chacune des 12 halles de sport concernées. Ce conventionnement doit garantir que l'utilisation des équipements départementaux se fera dans des conditions harmonieuses et respectueuses de chacune des parties. Le collège de la Vallée Verte cède à la commune qui accepte les créneaux horaires comme suit. Gymnase en période scolaire du lundi au vendredi de 17h à minuit, en cas de match, samedi, dimanche de 8h à 24h. La salle annexe en période scolaire lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à minuit, mercredi à partir de 15h à 24h, samedi et dimanche de 8h à 24h. Les congés scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps, gymnase et salle annexe du lundi au vendredi ainsi que le week-end de 8h à 24h. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention tripartite et son règlement intérieur 6 juin à conclure entre la commune, le collège de la Vallée Verte et le département du Gard. D'autoriser, monsieur le maire, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Des interventions, opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. Il appartient maintenant à Magali Nissard de nous parler d'une convention avec la communauté de communes de Petite Camargue. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit ici de la convention de mise à disposition du personnel du service éducation, plus précisément du centre de loisirs, afin de travailler pendant le temps méridien de la communauté de communes Petite Camargue. Et donc, c'est une convention de mutualisation qui prend effet du 29 août 2024 jusqu'au 4 juillet 2025. C'est une année scolaire. Il y a 6 à 7 agents d'animation qui sont mis à disposition de la communauté de communes. Le fonctionnement et les modalités financières sont dans la convention. Et voilà, ça évite les surcoûts liés au dédoublement d'activités. Et puis, ça permet aux enfants aussi du temps méridien de retrouver leurs animateurs qu'ils côtoient le mercredi et pendant les accueils du matin et du soir. Parfait. Idée d'opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. On passe donc maintenant à la SPL 30 et le rapport du mandataire pour l'exercice 2023. Je donne la parole à Annick Chopard en précisant que ni Annick Chopard ni moi-même ne voterons cette délibération parce que nous sommes membres du conseil d'administration. Voilà. Merci. Mais on vous incite à la voter. Merci, monsieur le maire. Donc, concernant la société publique locale 30, SPL 30, et son rapport concernant l'exercice 2023. Donc, l'objet de ce rapport est bien sûr une information complète sur cette société pour assurer donc sa transparence, connaître sa situation économique et financière. Moi, je rajouterai que pour l'année 2023, le CA, le conseil d'administration, a pris une délibération très importante puisque il a décidé d'augmenter le capital qui est passé de 225 000 euros à plus 1 053 000 à ce jour, grâce aux communes membres ainsi qu'au département. Voilà, donc ce rapport a fait l'objet aussi d'une délibération en conseil communautaire. Voilà, donc je vous propose d'approuver ce rapport. Bien, y a-t-il des oppositions, abstentions,
unanimité. Je vous remercie. Bien, je prends la parole donc maintenant pour vous demander d'accorder une aide financière, donc de solliciter la Caisse d'allocation familiale pour qu'elle nous accorde une aide financière, et notamment à la Maison pour tous, au titre de l'investissement. Alors la Maison pour tous, je vous le disais tout à l'heure, donc elle fonctionne, elle accueille déjà dans de bonnes conditions les gouvernements, les associations, mais pour autant, à l'évidence, les locaux ne sont pas toujours adaptés pour que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc on a un projet d'amélioration de ces capacités d'accueil. Pour cela, on a d'ailleurs sollicité le concours de cerveaux brillants et jeunes, donc d'étudiants qui sont venus présenter des projets d'aménagement de salles. Donc ça a été intéressant et bien vécu. Et nous sollicitons pour le financement. Donc il y a un projet aujourd'hui qui est évalué à 67 000 euros. Nous sollicitons la Caisse d'allocation familiale qui donc doit pouvoir nous aider à ce niveau-là pour un montant de 42 000 euros de subvention, voilà, au titre de l'aide qu'elle peut apporter à la création d'un espace de vie sociale et bien évidemment, dans quelques semaines, à la création d'un centre social et culturel agréé par la CAF. Voilà, y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, donc c'est Laurence Emmanueli. Alors, vu sa situation, c'est toujours pareil, c'est toujours pas. Il y a la lumière, mais il n'y a pas le son. Donc, on va parler de Pestacle. Moi, je suis intervenu une nouvelle fois parce que comme on a un médecin parmi nous, je me suis dit qu'il ne faudrait pas qu'on y ait un remède au dernier moment qui permette de redonner la voix à Laurence Emmanueli, mais bon. Pas de miracle. Hein. Non. Bien. Donc, je vous propose donc Pestacle, c'est une série de spectacles qui sont présentés, réalisés à la Maison pour tous et donc qui attirent un nombre considérable d'enfants, de familles. Ça marche du feu de Dieu. C'est vraiment intéressant. Et donc, nous le poursuivons, bien sûr. Pour cela, on le poursuit en sollicitant, comme chaque fois, des partenaires hein, qui nous accompagnent dans les démarches. Alors, il y a l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion du territoire. Il y a la DRAC, la Direction régionale d'aménagement culturel, le conseil régional, le conseil départemental. Vous avez donc des indications sur notre volonté. Sur un coût de 6 représentations pour 8 500 euros, nous sollicitons pour 6 000 euros de subvention. Donc, avec 1 000 euros pour l'ANCT, 1 500 euros pour la DRAC, 2 000 pour le conseil régional et 1 500 pour le conseil départemental. Ce sont des montants de subvention qui sont, c'est pas le hasard, qui sont positionnés là en fonction de la connaissance que nous avons des doctrines des différentes collectivités ou organismes. Voilà. Y a-t-il des interventions? Des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Et c'est toujours Laurence Emmanueli qui nous parle de Film et compagnie. Alors, Film et compagnie, c'est une démarche initiée il y a quelques années qui vraiment, là aussi, fonctionne très bien parce que de nombreuses familles issues des différents quartiers de Vauvert vont dans différents lieux. C'est de plus en plus souvent à Castellas, d'ailleurs, compte tenu de la qualité de l'espace, mais ça a été également d'autres lieux qui permettent d'accueillir les familles et donc de pouvoir passer des films qui sont souvent les films qui sont sortis tout récemment, quelquefois en avant-première d'ailleurs. Et puis donc, parce que ces films, on les voit sous les étoiles, il faut attendre que les étoiles soient là. Et donc, comme les gens arrivent un peu plus tôt, l'idée est venue il y a quelques années de profiter de ce moment en plein jour pour demander aux gens d'abord peut-être de partager un repas, donc d'amener le repas tiré du sac, et puis ensuite d'en profiter pour mettre en place donc, un petit spectacle de création du vivant. Et donc, on a là donc, du théâtre de rue, du cirque, des événements culturels particuliers, des compagnies. Voilà pourquoi nous avons appelé ce festival Film et compagnie. On est suivi par la DRAC et par le conseil départemental.
sur ce thème-là. Alors il faut savoir que c'est gratuit pour les familles, que c'est notre volonté, que c'est payant pour le contribuable, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, et que donc nous sollicitons pour cela donc le conseil, l'aide des collectivités. C'est une démarche avec donc un partenaire qui est Cinéplan, et cette démarche a permis au département il y a quelques années d'engager donc la diffusion cinématographique dans des communes dans lesquelles elle n'existait plus ou elle n'existait pas, de rayonner notamment dans des toutes petites communes. Donc nous, on en a bénéficié un peu par dérogation parce que ce n'était pas destiné aux communes de plus de 10 000 habitants. C'est devenu possible maintenant. Et donc on va pouvoir continuer à faire, donc c'est l'an prochain, je crois que Laurence me disait, 4 spectacles de films donc avec des compagnies de théâtre et autres qui sont très appréciés des familles. Voilà. Donc, je vous propose de demander donc, les subventions auprès de la DRAC et du conseil départemental pour les montants indiqués. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Unanimité, je vous remercie. Enfin, la demande de subvention du festival de théâtre jeunesse, c'est une singularité auverdoise. Vous savez que on doit donc au militantisme de Christophe Dutheil, à l'engagement ancien du conseil départemental, auprès du centre social Rive à l'époque, compte tenu de l'importance donc de ce que nous croyons être donc la création et la diffusion du spectacle vivant, l'intérêt de pouvoir le promouvoir auprès des jeunes au plus tôt possible. Donc il y a ce festival de théâtre jeunesse. Lors de la création de la Maison pour tous, nous avons souhaité, notamment après la disparition du centre social Rive, qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une suite. Voilà pourquoi. Donc, il a eu lieu encore cette année. Voilà pourquoi donc, Christophe Dutheil a intégré en tant que contractuel les salariés de la Maison pour tous. Et voilà pourquoi on se retrouve à nouveau devant vous pour demander donc une aide, là aussi, aux collectivités. Le coût de la manifestation est de 13 500 €. Vous savez que c'est une manifestation, là aussi, qui nous permet d'avoir un partenariat vraiment important avec le collège, puisque donc, le festival de théâtre jeunesse se déroule pour une grande partie donc, dans le collège, même si on a utilisé en partie déjà cette année le parvis de la médiathèque, mais surtout dans le collège, sur cet auditorium du collège, dans les salles qui sont en dessous. Donc, et puis, c'est un festival qui a donné lieu à de belles vocations, puisqu'on sait qu'un certain nombre de jeunes, enfants à l'époque, donc, ont embrassé ensuite la carrière donc de comédiens, d'artistes ou de producteurs. Voilà. Donc on a, ou de metteurs en scène, producteurs, etc. Bon, voilà. Ne suivez pas mon regard. Bien, nous demandons pour cela des subventions à l'ANCT, à la DRAC, conseil régional, conseil départemental et à la CAF, compte tenu du public concerné également, pour venir nous aider à réaliser ce festival de théâtre jeunesse. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions? Unanimité. Et donc, régional, oui, c'est une demande, c'est pas une attribution. Ensuite, Festilivre, toujours Laurence Emmanueli. Vous voyez que ça traduit quand même une activité intense en matière culturelle. Le festival Festilivre donc, est un festival qui tourne autour c'est l'évolution du festival 1001 Contes en Vallée Verte. Alors avec une volonté de prendre acte de tout ce qui fonctionnait, qui marchait bien, puis d'améliorer un petit peu la situation. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu des contes il y a quelques jours, 12 octobre, avec un grand succès auprès des familles et des enfants. Donc là, il s'agit d'intégrer des ateliers découvertes sur la bande dessinée, le manga, parce qu'on a aussi une volonté d'amener le manga comme outil également, comme attrait à la médiathèque, pour attirer et amener à la médiathèque, donc à la culture aujourd'hui des ados qui n'y trouvent pas forcément un intérêt immédiat. Il y a tout un travail également sur les savoirs artisanaux liés à la fabrication et à la préservation des ouvrages. Voilà. Festilivre s'engage à offrir une expérience enrichissante accessible à tous, attirer un public plus large, et dont le budget total pour cette opération est de 16 100 €. Nous demandons des subventions à l'ANCT, à la DRAC, conseil régional et conseil départemental, qui sont les partenaires habituels pour ce type de démarche.
Y a-t-il des interventions, oppositions, abstentions? Je vous remercie. Voilà. Et donc, je propose maintenant que Cathy Guyot nous présente le prix d'initiative pour une transition écologique et solidaire pour les collectivités. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc le département du Gard a mis depuis quelques années à créer ce prix très spécifique qui est doté de 50 000 euros, donc qui s'adresse aux collectivités et qui permet de financer des projets un peu spécifiques qui répondent à des critères de transition écologique. Par ailleurs, et donc il a créé également le même prix pour les associations, mais qui est doté de 20 000 euros et qui finance des actions en investissement ou en fonctionnement. Donc nous sommes engagés, nous, dans la transition écologique à Vauvert, au travers d'un certain nombre d'actions. Nous portons notamment, nous travaillons sur un plan global de végétalisation et de désimperméabilisation qui doit permettre donc de réaliser des îlots de fraîcheur et de biodiversité. Et donc, dans le cadre du programme de renouvellement urbain, il est apparu qu'il y a un endroit particulier qui pourrait faire l'objet de la création d'un espace végétal, d'une petite forêt urbaine. Et donc, nous avons réuni le 23 mai dernier les habitants pour leur demander un peu leurs avis, leurs attentes. À la suite de cela, au cours de cette réunion, nous avions sollicité la présence du Conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement du Gard. Donc, la paysagiste a pris en compte les attentes et a réalisé un projet. Et ce projet, pour l'instant, nous l'avons nous l'avons déposé auprès du conseil départemental en espérant que ce projet sera retenu et bénéficiera donc d'un accompagnement financier du département. Voilà donc de quoi. Alors donc là ce projet, vous avez le détail. Hein, c'est un petit espace qui sera désimperméabilisé par la dépose d'une ancienne dalle béton, la plantation de 18 arbres de haute tige, la plantation d'essences végétales fleuries, le maintien des pelouses existantes et la création d'une tonnelle métallique ou d'une pergola végétalisée par des plantes grimpantes pour créer un espace ombragé, l'installation de mobilier urbain, la création de cheminements stabilisés, la suppression des arbustes qui cachent la visibilité et ferment l'espace et l'arrosage au goutte à goutte de l'ensemble. Donc voilà, c'est un projet pour l'instant qui est évalué à un peu plus de 100 000 euros. Et donc nous affinerons bien sûr en fonction de la réponse du conseil départemental, nous affinerons ce projet. Très bien. Et on ne peut pas déterminer le montant de la subvention puisque c'est le département qui le détermine, bien évidemment. Très bien. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on a une délibération donc, qui concerne toujours dans le cadre de la transition écologique notre projet de mobilité douce et donc le projet Vauvert à vélo. Donc, nous sollicitons la région Occitanie donc, par le biais d'un dispositif qui s'appelle Dotation Innovation Expérimentation pour nous permettre d'accompagner le développement de ce plan en mettant en place des dispositifs de stationnement sécurisés pour les vélos, notamment les vélos électriques, des abris vélos sécurisés avec possibilité de recharge électrique et également des stations vélo avec des coffrets pour donc là des stations vélo plus simples donc avec des coffrets pour également pouvoir recharger la batterie de son vélo. Voilà, donc c'est un projet qui a été évalué à un peu plus de 80 000 euros hors taxes et pour lequel donc, nous sollicitons la région à hauteur de 20 244 euros. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Bon, bien sûr, on est toujours dans la cohérence par rapport au plan vélo et par rapport à ce que Daniel Salmeron présentait tout à l'heure, c'est-à-dire notre aide spécifique pour l'acquisition d'un vélo électrique. Mais y a-t-il des interventions? Non, des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie.
Et je propose donc à Farouk Moussa maintenant de nous parler du FDS. Merci, Monsieur le maire. Donc là, nous sommes sur la nouvelle modalité du nouveau contrat de ville 2024-2030 que nous avons signé courant juin avec l'État et nos différents partenaires. Et cette délibération concerne l'appel à projet 2025 que nous avons lancé début octobre, qui clôturera fin décembre 2024. Donc la ville porte le pilotage et l'animation du contrat de ville, et à ce titre, elle est porteuse de projets pour répondre aux enjeux identifiés sur les volets de pilotage, coordination, temps fort notamment. Pour financer ces actions, la commune sollicite le concours de ses partenaires, et notamment le conseil départemental via son fonds de développement social. Donc, pour l'appel à projet annuel 2025 contrat de ville, donc, la commune propose de porter les actions suivantes avec différents coûts: le pilotage et l'évaluation de la politique de la ville, pour le cofinancement du poste de chef de projet, la coordination de la médiation confiée au chef de projet politique de la ville pour dynamiser les relations entre les structures. Donc, Christian Soumaka a parlé tout à l'heure de la médiation de Samuel Vincent, ça en fait aussi partie. Donc, fédérer les professionnels, contribuer au développement des partenariats avec les autres acteurs du territoire. Donc, on sait qu'il y aura aussi un renouvellement du dispositif La Quartier d'été pour 2025. Donc, ça concerne aussi le fonds de participation des habitants. Donc, c'est des financements de projets proposés par les habitants, portés et animés par la gestion urbaine sociale de proximité, et le développement de l'offre sport santé adaptée dans le cadre du label Vivez Bougez et des priorités identifiées par l'atelier Santé-Ville auprès des habitants du quartier des Costières. Donc, il s'agit là d'autoriser monsieur le maire à demander les subventions auprès du conseil départemental du Gard et de signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. Très bien. Un dossier très important qui a nécessité un gros travail en amont de Farouk Moussa, que je remercie. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions? Je vous remercie à l'unanimité. Et je redonne la parole à Momoto Ami. Non, c'est toujours Farouk. Donc nous sommes toujours là sur le contrat de ville avec l'appel à projet. C'est une demande de subvention auprès du dispositif régional de soutien aux actions en matière de politique de la ville du conseil régional. Donc l'appel à projet annuel 2025 du contrat de ville. Donc en réponse à cet appel à projet, donc la commune propose de porter les actions suivantes. Donc le fonds de participation des habitants, donc qui est un fonds dédié au financement de projets dédiés, j'en ai parlé précédemment, donc qui sera porté par la gestion urbaine sociale de proximité du contrat de ville. Et le comité de sélection de projets mobilisera les acteurs du contrat de ville, soit les habitants, élus, comités de quartier, partenaires associatifs. Il peut y avoir aussi d'autres partenaires suivant les projets qui seront proposés. Et le montant de la demande est de 2 000 €. Merci. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Momoto Ami. Et il s'agit d'une demande, merci monsieur le maire, d'une demande de subvention au conseil régional pour le projet de construction de modernisation d'équipements sportifs. Donc, suite à l'accession du Football Club Auverdois au plus haut niveau régional, donc en RE, voilà 21 ans d'ailleurs, 21 ans que le FCV n'avait pas connu ce niveau-là. Moi, je m'en souviens, le président c'était Gildas Roussel et l'entraîneur c'était Dominique Orsoni. Bon, on avait fait un aller-retour parce que le niveau est, j'allais dire, c'est un haut niveau et pour pouvoir officier et rester à ce niveau-là, il faut vraiment avoir de la qualité footballistique pour les connaisseurs. Donc voilà, donc du coup, ça a engendré forcément un réaménagement de nos installations par la Ligue de football, par la Fédération française de football et la Ligue Occitanie, puisque notre terrain, du coup, était un peu trop court, on va dire. Et la hauteur des buts aussi n'était pas aux normes, ainsi que les bancs de touche. Donc les coûts de travaux correspondent à un aménagement du terrain de jeu à hauteur de 18 850 € hors taxe, la sonorisation 5 600 € hors taxe, et les abris de touche posés sur des dalles béton à hauteur de 7 462 € hors taxe, ce qui fait un total de 31 912 € hors taxe. Donc je propose au conseil municipal d'autoriser le maire à demander des subventions auprès du conseil régional pour un montant de 10 000 €,
de signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette opération et de signer les dossiers de demande de subvention ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. Merci. Pas d'intervention, qui des oppositions, abstention à l'unanimité. Merci, merci Momo, et je renouvelle mes remerciements à nos services également parce que cette opération était réalisée dans l'été, dans des conditions difficiles, et on avait la pression. Voilà, et je laisse maintenant la parole à Annick Chopard qui va la regarder pendant un moment. Merci Monsieur le maire. Donc la demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes de Petite Camargue concernant donc le plan voirie de la commune. Donc comme le disait le maire précédemment, c'est vrai qu'on a un large et un grand plan de voirie. Ce plan il a débuté là en juillet. Le coût total donc sur les deux budgets 2024 et 2025 est de 858 535,10 hors taxe. Le conseil communautaire avait pris une délibération en date du 19 juin dernier pour que l'enveloppe prévue à son budget principal pour l'année 2024 soit de 1 million d'euros à répartir avec toutes les communes membres. Concernant Vauvert, donc notre dotation peut être de 288 370 euros. Donc ça pourrait représenter sur le plan voirie 33,6% de la somme globale. Voilà. Donc je vous propose de déposer cette demande de fonds de concours à la CCPC et donc d'autoriser le maire à signer tous les documents. Eh bien, pas d'intervention, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, merci. Ensuite, concernant les réseaux secs, donc 4 délibérations pour deux rues qui vont être complètement coordonnées au niveau des travaux. Donc, on commence par la dissimulation du réseau des télécoms génie civil. Donc, ça concerne la rue Broussan et la partie haute de la rue Voltaire, au niveau du carrefour. Donc, cette demande de subvention auprès de Territoire Énergie Gare, dont le syndicat, vous avez un total TTC concernant le génie civil de Télécom qui est de 38 426 euros. C'est un montant TTC et là, on sait d'ores et déjà que la commune n'aura pas de subvention. Le syndicat ne peut pas subventionner tout ce qui concerne du télécom. Par contre, on travaille en coordination avec eux pour les travaux. On vote pour... Voilà, donc je souhaite l'approbation. Y a-t-il des oppositions, abstention, unanimité, merci. Concernant la deuxième délibération, ça concerne le réseau d'éclairage public. Et là, la commune fait l'avance de la totalité et est subventionnée à hauteur de 20%. Donc le montant TTC et des travaux est de 9 351,95 et la subvention du SMEG représentera 1 496,31. Y a-t-il des oppositions, abstention, unanimité, merci. Ensuite, concernant, pareil, la même rue, le réseau électrique, là, c'est un total hors taxe, 61 008,69 €. Il n'y a pas de TVA parce que le syndicat est maître d'œuvre. Donc là, on peut obtenir 30% de la part du SMEG à hauteur de 18 302,61 € et 40% d'Enedis qui est en charge des travaux pour 24 403,48 €. Donc il restera un solde qui est la participation communale de 18 302,60 € auquel on rajoute les 5% de participation à l'investissement, 3 050,43 €. Donc un solde pour la commune
de 21 353,03. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Et ensuite, la quatrième délibération concerne donc la rue Posquière, comme vous l'a précisé tout à l'heure le maire. Donc, on souhaite pouvoir refaire à la fois les réseaux humides et les réseaux secs. Donc là, c'est du réseau électrique, un montant de 20 000 € hors taxe. Entre le syndicat 30% et 40% Enedis, ça représenterait 14 000 € donc d'aide. Et la participation communale, en rajoutant les 5% d'investissement, serait à hauteur de 7 000 €. On votera à la fin. Donc ça, c'était le réseau électrique. Ensuite, il y a du génie civil télécom, où là, c'est un montant TTC de 31 250 et il n'y a pas de subvention. Voilà. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Unanimité, je vous remercie. Moi, je voulais simplement insister sur l'importance et la qualité des travaux effectués. Alors, ces travaux, on fait ce choix. Ça occasionne quand même des désagréments pour les gens. Hein. C'est pas facile. Hein. À l'heure actuelle, bon, quand on voit les chantiers, notamment les réseaux humides dans la rue Diderot, bon, mais voilà, il faut en passer par là. C'est compliqué à gérer. Mais par contre, c'est à ce prix-là que l'on va trouver une qualité de vie dans ces espaces qui sont importantes. Et puis des fois aussi, on le voit notamment pour les réseaux humides, c'est des questions sanitaires, c'est des branchements en plomb, voilà, les conduits dans lesquels on peut retrouver de l'amiante, après beaucoup de choses qui font que c'est une responsabilité aujourd'hui de passer outre les désagréments que ça peut occasionner pour la population que de s'engager dans ces travaux. Parce que quand on les a finis, une fois que tout est recouvert, que les voitures sont passées un peu dessus quelque temps, on ne se rappelle plus quand ça s'est fait. Voilà, on se rappelle que des fois que les ennuis qu'on a eus, et on trouve normal que ce soit comme ça. Mais non, c'est ça. Ce sont des travaux importants. Vous verrez, quand on aura fini la rue Diderot, vous verrez la rue Broussens, ce qu'elle va devenir, vous verrez la rue Posquière, quand on aura réalisé ces travaux-là. Et chaque fois qu'on peut mettre en discrétion les réseaux secs, on le fait aussi. Et donc, je crois que ça contribue chaque fois à embellir donc, notre cœur de ville. Et c'est des opérations qu'on va poursuivre partout, dans tous les quartiers, le cœur de ville, le quartier d'habitat social, les lotissements, pour faire en sorte qu'au fur et à mesure, on puisse bénéficier des meilleures installations possibles. Et j'en remercie Annick pour son abnégation pour suivre tous ces chantiers les uns après les autres, avec un petit peu vous savez, la détermination qui est la sienne. Je cède maintenant la parole à Cathy Guyot. Oui, merci. Alors moi, je n'ai pas le même numéro, c'est pour ça, oui, c'est 29. C'est le rapport BRL. Ouais. Merci, monsieur le maire. Donc, bien simplement, il nous est proposé de prendre acte du rapport donc, de la Société anonyme d'économie mixte locale BRL, qui a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre régionale des comptes, ainsi que sa filiale à 100% BRL Exploitation. Donc, c'est une société qui est détenue à plus de 50% donc, par les collectivités. La commune de Vauvert en est donc actionnaire. Et donc, à ce titre, nous avons reçu les conclusions de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, ainsi que donc, dans les préconisations de la Chambre, eh bien, les réponses qui étaient apportées par la société. Donc, si vous avez eu l'occasion de les regarder, c'est quand même très technique. Donc, je vous invite à les regarder et puis donc à éventuellement poser des questions directement à la société si c'était le cas. Donc voilà, simplement donc par transparence et pour se conformer donc à la loi, il nous est demandé de prendre acte de ce rapport de la Chambre régionale des comptes concernant donc la gestion sur les périodes 2016 à 2021 de BRL, de la holding BRL et de sa filiale, donc BRL Exploitation. Très bien, merci Cathy. Donc il s'agit de délibérer pour prendre acte. Oui, voilà. Donc je vous propose de prendre acte de ce rapport. Y a-t-il des oppositions, abstentions? Donc
nous avons pris acte à l'unanimité. Et je propose maintenant à Annick Chopard de nous parler du budget principal. Merci, Monsieur le maire. Donc, le budget principal sur des créances éteintes. Donc, c'est une notion qui s'applique par suite d'une décision de justice qui prononce par ce biais-là l'effacement des dettes. Donc, nous avons eu 3 jugements concernant 3 sociétés donc sur Vauvert où le tribunal de commerce a prononcé une liquidation judiciaire. Donc, ces 3 sociétés, vous les avez sous les yeux pour un montant au total de 1 260 €, qui donc, on est bien obligé d'admettre en créance éteinte donc, ces produits-là. Et on imputera donc cette somme au compte budgétaire 6542. Les 3 représentant donc 1 260 €. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, viennent des admissions en non-valeur pour l'année. Donc, ça peut être demandé par le comptable quand la créance est devenue irrécouvrable parce le trésorier a fait des démarches, mais il est arrivé à l'insolvabilité du débiteur ou dans l'échec du recouvrement. Donc, c'est une démarche qui va à son terme, mais ce n'est pas parce qu'on l'admet qu'à partir de là, elle devient une créance éteinte. Ce n'est pas comme dans le cas précédent où là, après, on ne pouvait plus rien faire. Donc là, vous en avez la liste. Il y a même une personne à l'intérieur qui est décédée. Donc aujourd'hui, on est obligé d'admettre cette totalité en non-valeur. Le trésorier nous le demande donc pour un total de 363,55 €. Et là aussi, on impute cette somme sur des crédits ouverts là au compte 6541. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Magali Nissard. Allez, donc c'est sur la journée des générations, qui est une initiative qui vise à renforcer, lors de la fête votive, le lien intergénérationnel et à promouvoir un sentiment fédérateur. Donc chaque génération se voit dotée d'un t-shirt coloré, et chaque t-shirt donc est au tarif de 10 € l'unité. Et afin d'être solidaire avec la génération des années 2000, donc les plus jeunes, il est suggéré de leur offrir gratuitement le t-shirt. Très bien, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité, merci. Alors, c'est moi qui reprends la parole là. Bien. Très bien. Donc, il s'agit d'une démarche singulière et très noble d'une association, en l'occurrence l'association Vocissimo, Cœur lyrique de Camargue. Donc, cette association qui avait vocation à promouvoir le bel canto, l'opéra, animer une chorale, donc grâce au talent, à la dynamique et à la volonté, notamment de Chantal Bastille, des personnes qui l'entourent. C'est que bon, Chantal Bastille a joué un rôle majeur dans cette étape. Donc, cette association aujourd'hui constate que elle ne peut plus fonctionner. Alors bon, il y a des questions d'âge, il y a des questions, voilà, il faut que la vie des gens est ainsi faite qu'à un moment donné, ils ne peuvent plus poursuivre. Donc, ils ont eu une assemblée générale à laquelle a assisté d'ailleurs Laurence Emmanueli, et il leur a été proposé, elles ont proposé de rendre à la commune sous forme de don la subvention qui leur avait été allouée pour 2024, puisqu'elles n'ont pas eu d'activité. Et donc, il nous revient maintenant d'accepter ce don. C'est un don à la ville. Voilà. Donc, nous acceptons ce don de 1 200 € qui sera affecté sur les comptes de la ville. Et évidemment, je prendrai la plume pour les remercier de ce geste.
sera l'occasion de remercier une nouvelle fois de plus Chantal Bastide pour son engagement. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Annick Chopard. Oui, ça concerne donc une décision modificative numéro 1 concernant le budget de l'espace accueil société fermière. C'est le budget annexe qui concerne le bâtiment occupé par notre fermier, dont la SOR. Donc, en fait, sur la section d'investissement, suite à la mise à jour de l'actif, il manquait au chapitre 040 2199 €. Donc, qui concerne, ce chapitre 40 concerne l'amortissement. Donc, en fait, par une écriture et une diminution sur le chapitre 21 du même montant, ça nous permet donc de ramener les comptes sur un total général à zéro et par l'équilibre donc à la fois de la section d'investissement et de la section de fonctionnement. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Alors, il me revient maintenant de délibérer sur l'adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de gestion du Gard. Alors, la mission de médiation, c'est aujourd'hui quelque chose qui a été amené par le législateur pour désengorger l'institution judiciaire. Ça existe déjà dans les tribunaux pénaux et civils. Et là, donc, c'est un dispositif qui permet maintenant pour les collectivités de pouvoir s'engager dans une médiation sur toutes les situations qui ont trait au personnel. Le personnel en tant que statut, le personnel en tant que poste de travail, le personnel en tant que situation sociale, etc. Et qui est là donc pour indiquer qu'il ne peut pas y avoir un recours en contentieux qui soit déclaré recevable s'il n'y a pas eu au préalable médiation. Et donc pour qu'une médiation s'engage, il faut un médiateur et le centre départemental de gestion est autorisé par la loi, il est même recommandé de le solliciter pour qu'il exerce une fonction de médiation. Donc nous vous proposons, puisque nous sommes adhérents au centre de gestion en tant que collectivité, nous vous proposons d'adhérer à cette mission de médiation, d'autoriser le paiement de la cotisation qui est de 300 € par médiation et de m'autoriser à signer toutes les pièces qui afférentes. Alors, vous avez les 7 décrets prévus par le texte qui permettent d'indiquer que les litiges qui sont indiqués là ne pourront pas être réglés par des tribunaux s'ils n'ont pas fait l'objet préalablement d'une médiation. En souhaitant évidemment que la médiation aboutisse et que donc le tribunal n'ait pas à trancher, ce qui contribuera à désengorger l'institution judiciaire. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Alors, on passe au chapitre des personnels. Alors. C'est vrai que nous avons au niveau des personnels des situations à réviser régulièrement. Alors, concernant la direction de l'éducation, il y a lieu de créer un certain nombre de postes pour le centre de loisirs. Alors, ces postes, ce sont des postes d'emploi non permanent d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité. Chaque année, il nous faut vérifier quand il manque du personnel, quand il faut solliciter quelqu'un rapidement, quand on a plus d'enfants que prévu à l'occasion de vacances, etc. Donc, pouvoir bénéficier rapidement d'un personnel non permanent agent contractuel, il faut pour cela créer des postes. Bon, on a ensuite donc des gens qui changent de statut, qui changent de rémunération parce qu'ils changent d'échelon. Voilà. Donc, on a un poste au centre de loisirs. À compter du 1er novembre, c'est un poste d'adjoint d'animation contractuelle à temps non complet de 28 heures, une durée de 12 mois. Rémunéré au premier échelon du cadre d'emploi de l'agent d'animation. Pour la crèche, alors, je regarde les postes statutaires. Pour la crèche, il s'agit d'un poste d'auxiliaire de puéricultrice contractuel à compter du 1er janvier 2025
Alors il s'agit là c'est une fin de contrat, donc pour lequel il faut solliciter donc un remplacement. Pour les écoles et le centre de loisirs, il s'agit ensuite d'un remplacement pour respecter les taux d'encadrement quand le statut ne le permet pas. Alors, il s'agit là de prendre 6 postes d'adjoint d'animation à temps non complet de 10 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre pour une durée de 12 mois. Enfin, il n'y a pas un poste statutaire au milieu là? C'est après? C'est après. Voilà pour les postes contractuels. Y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe maintenant au poste statutaire. Alors là, on rentre dans la, toujours au titre de la direction éducation. Il s'agit donc de créer 2 postes d'emploi permanent qui sont des postes donc prévus dans le cadre donc de la gestion prévisionnelle effective et des compétences, dans la mise en œuvre de la maison pour tous, et qui feront appel à des financements notamment de la CAF et du département, selon le cas. Il s'agit donc de créer un emploi permanent de coordonnateur, coordonnatrice en l'occurrence, enfance jeunesse à temps complet, à compter du 1er décembre 2024. C'est un emploi qui sera pourvu par un agent relevant de la catégorie B. Et de créer ensuite un emploi permanent de responsable des accueils péri et extrascolaires à temps complet à compter du 1er décembre. Cet emploi sera pourvu par un agent relevant de la catégorie C. Dans cela, il s'agit d'un agent qui est déjà en place, hein, qui change de statut. Voilà. À ce sujet, y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions? Non, je vous remercie. Si je ne m'abuse, c'était la dernière délibération du conseil municipal. Je me tourne vers l'opposition pour voir si vous avez des interpellations du maire concernant les décisions qui ont été prises depuis le 22 juillet et dont vous avez eu connaissance. Non, il n'y a pas d'intervention particulière. Bien, je vous en remercie. Mes chers collègues, ce conseil municipal est terminé, sauf incident. Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 décembre. Voilà, si vous voulez bien le noter. Je vous remercie. La séance est levée.